Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons évoquer une affaire récente au Brésil. Et laissez-moi vous dire tout de suite qu'il est impossible de connaître l'histoire du psychologue Fabricio Buin, Arena Bellinato. Arena Bellinato sans émettre un diagnostic entre guillemets, d'accord? Je dis ça en souriant parce que à chaque fois qu'on émet un diagnostic, qui n'en est même pas un de loin, évidemment, on n'est pas habilité à le faire. C'est vraiment plus dans le sens commun, tu sais? Des gens ordinaires qui voient des atrocités dans la personnalité chez une personne qui fait ce qu'elle fait pour se satisfaire un désir morbide de contrôle, un manque d'empathie et toutes ces choses-là, qu'on a déjà beaucoup vu dans des épisodes ici. Donc on est très loin de poser un diagnostic officiel, d'accord? Même parce que, comme je l'ai dit, on n'est pas habilité professionnellement pour ça, mais malgré tout, on va tenter le coup. C'est là que Fabricio a un petit côté psychopathe, tu vois? Selon un article de 2024 de la British Broadcasting Corporation, la psychopathie est mentionnée dans la littérature psychiatrique depuis les années 1800, même si dans le dernier manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, elle n'apparaît pas comme un trouble clinique reconnu. Avec le temps, les recherches ont différencié les psychopathes des sociopathes. Aujourd'hui, les sociopathes sont définis comme des personnes ayant une personnalité antisociale. Sans entrer dans les détails, rappelons que les psychopathes, personnages courants dans l'univers du true crime, ne le sont pas. Ils sont décrits comme manipulateurs, charmants, constamment trompeurs, sans émotion ni empathie, comme je l'ai dit, indifférents à la souffrance des autres et irresponsables dans leurs actions et leurs conséquences. C'est pourquoi, lorsque des personnages comme celui d'aujourd'hui apparaissent dans les épisodes, on ose dire que le gars a un pied là-dedans. Eh bien, ils sont aussi capables de tuer, et c'est ce que le protagoniste, Fabricio Bellinato, a fait de manière cruelle et lâche, après des années d'abus envers sa femme et ses belles-filles. Avant de plonger dans les détails de l'épisode d'aujourd'hui, je vous demande une attention particulière au rituel. Ici sur la chaîne, Marcos Campos, que vous connaissez déjà. Un petit rappel ne fait pas de mal, n'est-ce pas? Aime, commente, partage, abonne-toi, deviens membre si tu peux, et profite de tout notre contenu. En parlant d'en profiter, je veux profiter de l'occasion pour vous rappeler que la chaîne est en partenariat avec Growth Supplements. En utilisant le code promo MARCOSCAMPOS lors de tes achats, tu bénéficies de ce prix réduit. Ah les gars, vous vous souvenez que j'ai mentionné une Pasoka ici le mois dernier en parlant de Growth, qui était super bonne. Vous en avez commandé pour goûter? Dites-moi ensuite en commentaire ce que vous en pensez. C'est l'une de mes préférées, l'un de mes produits préférés sur le site de Growth, où il y a, mec, des tonnes de choses, d'accord? C'est sympa. Regardez le site dans le commentaire épinglé et utilisez le code promo MARCOSCAMPOS. Marché conclu, message transmis. Allons au fait. Lightning Relationship. Kezia Pedroso Dias dos Santos, la sœur de Christiane, a partagé certaines informations sur sa vie. Selon elle, Fabricio et Christiane se sont mariés après une relation rapide et claire commencée en 2015. Ben oui. Tous deux étaient déjà divorcés et avaient des enfants de leur relation précédente. Christiane traversait une période particulièrement difficile de sa vie, car à 29 ans, elle avait récemment perdu sa mère. Et elle devait encore affronter toute cette période supplémentaire liée au divorce, conséquence d'une infidélité conjugale. Ainsi, elle était émotionnellement très sensible et seule, disons, avec ses deux filles. L'aînée, âgée d'environ 11 ans, et la petite, âgée de 4 ans. Il faut aussi savoir que les filles n'avaient pas le même père. D'après nos calculs, ici, Christiane avait été une mère adolescente, ce qui implique toujours beaucoup de défis, comme tout le monde le sait. Autrement dit, quand elle a rencontré Fabricio, il semblait qu'un nouveau chapitre de sa vie commençait. Plus paisible et avec tout pour bien se passer. Et ils se sont mariés avec l'espoir que ce serait pour toujours. Cassie, sa sœur, résume les attentes de sa sœur de la manière suivante. Son désir était d'être heureuse parce qu'elle n'a fait que souffrir. Bien sûr, les gars, Christiane emmenait avec elle les deux filles, et ainsi, elle formait une famille complète. Et sur les réseaux sociaux des deux, de Fabricio et aussi de Chris, au début de leur relation,
on voyait beaucoup de photos et de déclarations d'amour. Une passion, n'est-ce pas? Cependant, selon Cassie, il y avait quelque chose d'étrange chez son beau-frère. Elle a raconté que sa sœur, avant de sortir avec le psychologue, était sa meilleure amie. Christiane et Cassie étaient très proches, ce qui, entre sœurs, est tout à fait courant et attendu. D'autant plus qu'elles n'étaient que deux sœurs. Mais depuis que Christiane s'est mariée avec Fabrice, en 2015, elle s'est éloignée de la famille. Monsieur Éliseux, leur père, l'a même mentionné lors d'une interview. Un éloignement très étrange qui, en réalité, cachait une motivation perverse du psychologue. Regardez donc, car clairement, c'est lui qui a coupé le contact avec la famille de son épouse pendant les 5 années qu'a duré leur union. C'est vraiment louche, non? Le gars aurait dû encourager la convivialité et les relations pour la santé mentale de sa sœur qui était là. De la sœur de son épouse, moi d'ailleurs, qui traversait tous ces problèmes, n'est-ce pas les bas? Après la perte de sa mère, puis le divorce. Et une autre chose qui m'a interpellé ici, c'est le fait que la sœur, depuis le début, voyait quelque chose chez ce type. Parce qu'on sait que quand la passion frappe, parfois ça nous aveugle, n'est-ce pas? Il y a beaucoup d'hormones et de chimie, donc il n'est pas toujours facile de savoir ce qu'une personne extérieure perçoit, n'est-ce pas? Et puis parfois, toute cette chimie, cette passion, ça peut même nous aveugler. L'autre observe et parfois donne un léger coup de pouce au début. Essayons de comprendre cela. La certitude que c'était le beau-frère qui était responsable de la nouvelle situation dans la famille allait au-delà de la perception personnelle de Kezia. D'accord? C'est aussi l'avis de plusieurs autres personnes qui vivaient avec eux et qui ont rapporté que Fabricio, dans le passé, avait également éloigné son ex-femme de sa famille. Ainsi, les théories tournaient autour du fait qu'il était un homme contrôlant et que, en tant que psychologue, il avait facilement manipulé sa femme. Et aussi les belles filles à le considérer comme un mari et un beau-père merveilleux. En résumé, les amis, Christiane pensait qu'il était parfait, mais cela lui a ensuite coûté la vie. Fabrício Bunharena Belnato, Fabrício. Qui était donc Fabricio? En faisant des recherches sur lui, il apparaît qu'il est diplômé en psychologie de l'université de Marilia, en 2009 travaillant dans le domaine de l'éducation. Plus précisément en tant que spécialiste de la ludothérapie ou des jeux dans le développement du raisonnement logico-mathématique chez les élèves de l'enseignement fondamental. Vivant à Pompeia, une ville de 30 000 habitants, il était fonctionnaire à l'école d'enseignement fondamental Orlando Cassaro, où il travaillait comme instructeur pédagogique. Tu vois un peu? Il a publié des articles scientifiques et pendant ses études universitaires, il a participé à divers événements académiques. Ce qui signifie que, comme un caméléon, il était bien intégré dans son environnement et restait imperceptible à l'université sans attirer l'attention sur sa psychopathie. Et très bientôt, nous allons comprendre et voir la raison de cette observation. La disparition mère-fille. Cristiane Pedroso dos Santos Arena avait 34 ans et sa fille Caroline Vitoria dos Santos Guimarães, 9 ans. Elles ont été déclarées disparues en novembre 2020 lorsque l'absence inattendue de la mère et de la fille a été remarquée par leurs collègues de travail, l'école et aussi par la famille. Écoutez, insistons ici dans nos récits. Ce qui est bizarre, ce n'est pas exactement que la personne disparaisse de chez elle et de sa routine, c'est qu'elle puisse volontairement le faire. Ce qui est préoccupant, c'est lorsque la disparition est associée au fait que la personne est injoignable. Parce qu'actuellement, tout le monde a un téléphone portable et des réseaux sociaux. Et en règle générale, passe la plupart du temps comme ça, n'est-ce pas ça, Swan? Où es-tu? J'ai un radar, quand je conduis, je passe à côté de quelqu'un qui conduit. Il regarde en bas, puis en haut, puis en bas, puis en haut, puis en bas. Mec, c'est bizarre, non? Donc avec tout ça, l'inquiétude était évidente. Comment ça? Il ne regarde rien, il ne reçoit pas d'appel, il ne poste rien. Donc si la personne est absente à la fois physiquement et virtuellement, là oui, ça devient inquiétant, non? Les gens, vraiment. Des proches de Christiane ont demandé après elle et Caroline. Mais son mari et sa fille aînée, l'adolescente de 16 ans, ont déjà dit qu'elles avaient décidé de partir en voyage pendant un certain temps parce qu'elles étaient stressées.
Une fille de 9 ans, c'est très bien, n'est-ce pas? Lorsque les policiers ont été impliqués dans les recherches et qu'ils ont interrogé Fabricio et sa belle-fille, tous les deux ont été unanimes pour dire que Chris était parti avec son amant et avait emmené la petite fille. Tiens, là, ça a déjà un peu changé, non? Mais ces hypothèses-là ne semblaient pas être vraies. Donc, l'enquête a continué. Elle ne semblait pas. Et pour quiconque suit des chaînes de true crime, cette histoire a commencé à sentir mauvais. N'est-ce pas, mon amant? Dites-moi dans les commentaires de quoi. Voyons si on est sur la même longueur d'onde. Eh bien, même si aucun détail n'a été mentionné, il y a certainement eu la levée du secret bancaire et téléphonique de la victime. Parce que c'est comme ça qu'on découvre ce que la personne fait ou a fait, n'est-ce pas? Ou dans ce cas, ce qu'elle n'a pas fait. La fameuse empreinte numérique n'existait pas. Absolument rien n'a été enregistré. Christiane et Caroline avaient effectivement disparu de la surface de la Terre. Et les réseaux sociaux, vous vous en souvenez? Eh bien, ici, une remarque s'impose, d'accord? Pourquoi? Beaucoup d'images et d'informations sur la famille se trouvent sur le Facebook de Fabricio, pour ceux qui veulent regarder. Alors, l'enquête a observé qu'au cours des 5 années de mariage, les photos et phrases romantiques du couple, courantes au début de la relation, ont laissé place à de nombreuses petites photos et moments de loisirs de Fabricio. Avec Mary-Kate, ou Mary-Kate comme l'appelle la belle-fille aînée de 16 ans dont l'identité a d'abord été protégée, aujourd'hui, elle doit avoir environ 21 ans. D'ailleurs, Noël et le Nouvel An de 2020 à 2021 ont été célébrés par le beau-père et la belle-fille, avec plusieurs publications joyeuses. Avec cela, une sirène, disons un klaxon de camion, a retenti dans la tête des enquêteurs. Alors, environ 2 mois plus tard, le 2 février 2021, les détectives sont retournés à la maison du psychologue à la recherche de preuves d'un possible crime. Parce qu'en réalité, ils étaient certains que les 2 disparues étaient déjà mortes. Une affaire de double homicide qui devait être prouvée. Ce jour-là, Fabricio était absent, car il sentait que les choses se refermaient sur lui comme un château de cartes. S'effondrant, le psychologue s'est enfui, mais la fille de Christiane était à la maison. Finalement, elle a cédé à la pression des enquêteurs, avouant les meurtres et révélant l'emplacement des corps de sa mère et de sa sœur. Toutes 2 ont été retrouvées enterrées dans la cour de la maison où la famille vivait. La mère sous une dalle de béton. L'œuvre macabre, qui servait de tombeau aux victimes, avait été réalisée par le meurtrier lui-même et observée par les voisins. Dans de nombreux cas, ce sont justement les voisins qui signalent des choses inhabituelles dans la routine des suspects, des allées et venues dans la maison, des travaux inattendus, des bruits étranges, bref, des indices d'anomalie dans les habitudes. Le cadavre de Christiane était enterré dans un couloir latéral de la maison et le petit enfant dans une fosse dans la cour. C'est la nouvelle que les journaux ont diffusée, le jour où les corps ont été retrouvés. L'adolescente a été arrêtée, soupçonnée de participation au crime et immédiatement envoyée à la fondation Casa d'Arasatuba, d'où elle a ensuite été transférée à l'unité de Cerquera César, environ 3 heures de voyage depuis Pompeia. Il est bon de savoir que l'adolescente a nié toute participation au crime. Mais la police pensait qu'elle avait aidé son beau-père en couvrant ses actions et même en aidant à enterrer les corps de sa mère et de sa sœur. C'est incroyable, n'est-ce pas? On dirait qu'un psychopathe y attire un autre, n'est-ce pas? Une sorte d'aimant du mal, parce que, mec, c'est incroyable, comme je le dis, qu'un esprit sain puisse voir ça. Supposons qu'elle n'ait rien touché, mais rien que le fait d'observer, de savoir ce qui s'est passé et de continuer à vivre sa vie tranquillement. Mec, si ce n'est pas de la psychopathie, je ne sais pas ce que c'est, parce que c'est d'une froideur extrême. Une personne se ronge de tristesse, d'angoisse. Ce n'est pas normal, non? La tante de l'adolescente a dit que la jeune fille était autrefois affectueuse avec la famille, mais que le beau-père avait contribué à changer son comportement au fil des années. Je n'ai aucun doute là-dessus, d'accord? Je n'ai aucun doute que ce type doit vraiment être un manipulateur très convaincant, mais vous ne trouvez pas ça bien? Regardez, entre guillemets, ce qui a été dit. Il a eu 5 ans pour travailler son esprit et la rendre exactement comme lui. Maintenant, tu lui parles et elle est froide.
À ce propos, d'ailleurs, j'y ai réfléchi ici. S'il y a d'ailleurs un spécialiste de ces troubles antisociaux qui peut nous éclairer, alors là, je vais certainement l'épingler dans cet épisode. Est-il possible que quelqu'un puisse manipuler une autre personne au point d'une telle froideur de voir une mère et une petite sœur de 9 ans être victimes d'un homicide cruel, enterrées dans le jardin de la maison, et continuer à vivre là comme si de rien n'était, jusqu'à ce que la police boucle l'affaire? Il est acculé et n'a plus d'issue, n'est-ce pas? C'est le moment d'avouer. On dirait que je suis devenu curieux, n'est-ce pas? Encore une fois, je le répète ici pour qu'il n'y ait aucun doute. Aucun commentaire excessif de ce type. Ce sont des idées du sens commun, d'accord? Comme pour la plupart d'entre vous. Je suis un présentateur d'histoires de true crime et je suis indigné d'entendre et de découvrir ce genre d'histoire. Je reste ici à faire mes déductions, à donner mes opinions et on continue, on avance. Eh bien, certains commentaires que nous avons vus sur le web ont souligné que Mary-Kate détestait sa mère. Aussi que depuis les 15 ans de la jeune fille, elle et son beau-père vivaient comme un couple, sous le même toit que Christiane. Si c'était vrai ou non, il est difficile de le dire. D'accord, les gars? C'est très compliqué à dire puisqu'il n'y a pas eu d'aveu, n'est-ce pas? Donc, on ne peut pas savoir si c'était une sorte de vérité cachée, les motivations d'un psychopathe. Eh bien, nous avons déjà signalé que le modèle des publications sur les réseaux sociaux de Fabrizio laissait soupçonner que le beau-père et la belle-fille entretenaient une relation intime depuis des années. Malgré le jeune âge de l'adolescente, n'est-ce pas? Ce qui montre aussi une autre partie moisie dans l'esprit de ce type-là. Comme les questions financières ne sont pas mentionnées, nous comprenons que la seule motivation du meurtre de Chris était de se débarrasser d'elle, pour que le psychologue psychopathe puisse libérer sa luxure. Et vivre ouvertement avec sa belle-fille comme mari et femme, tu te rends compte. Voici des photos de la remise de diplôme, du lycée de l'adolescente et de quelques moments de loisirs en famille. Il y a aussi des images de bonheur de la petite dernière qui semblait être aimée par la famille. La pauvre non, les sources affirment que Chris a été tué et son corps caché. Ensuite, la vie a repris son cours, normalement dans la maison de la famille. Cependant, la petite Caroline n'acceptait pas l'absence de sa mère. Elle se plaignait beaucoup, naturellement voulant parler à sa mère. Regardez ça, tout le monde! Nous ne savons pas quel mensonge on lui a raconté, ni même si son père biologique était proche d'elle. Mais quand Carole est devenue un problème pour la nouvelle vie de Fabricio, lui et l'adolescente ont décidé de mettre fin aussi à la vie de l'enfant. Son destin, malheureusement, a été le même que celui de sa mère. L'enfant a été assassiné et enterré dans le jardin de la maison, à quelques mètres de la tombe de sa mère. Monsieur Éliseux, père et grand-père des victimes, a mentionné que la maison de sa fille était toujours avec les portes et les fenêtres fermées. Et que lui, même en habitant à quelques mètres de distance, ne voyait jamais Christiane ni ses petites filles, confirmant l'allégation d'isolement que Fabrice avait créée et imposée à la famille. Plus tard, arrêté et interrogé sur la mort de son épouse, Fabrice a avoué aux policiers l'avoir tuée avec un couteau, lors d'un moment de dispute, c'est-à-dire pendant une bagarre. Dans une prétendue légitime défense, il a également admis avoir tué la fillette en l'asphyxiant avec ses mains, près d'1 mois plus tard, parce que l'enfant réclamait la présence de sa mère. Tout cela est vraiment insensé et bizarre, parce que l'autre jour, je regardais une vidéo d'un avocat, tu vois. Quelqu'un lui a envoyé une question du genre « Ah, qu'est-ce que je fais si je ne sais pas quoi faire dans une situation hypothétique d'homicide ?» D'accord? Le gars a dit comme ça « Non, mon client ne tue personne, tu ne tuerais pas, cette hypothèse n'existe pas, parce que mon client ne tue personne. » Mais s'il y a une caméra là qui a filmé l'action, alors tu n'as pas tué non plus, parce que quoi? Tu as tué en légitime défense? Au moins identifié. C'est à propos de la pourriture du caractère des gens. Il n'y a pas grand-chose à faire, n'est-ce pas? Il n'y a pas de loi qu'on puisse promulguer pour changer ce qu'est une personne, n'est-ce pas? Je me suis aussi rappelé une personne ayant commenté sur une vidéo de la chaîne. Qu'était-ce déjà? Oui? C'était dans ce genre-là, tu vois? C'est comme ça, il n'y a pas de loi qui fasse un bon juge, même si la loi est très efficace. Il y a la figure humaine là, n'est-ce pas? Il y a la question de la jurisprudence. Ouais, c'est dur. Mais revenons ici alors les gars, cette histoire-là, que la légitime défense, que tout ça, ce n'était pas la vérité, hein?
Comme vous devez déjà vous en douter, le rapport de l'Institut médico-légal a révélé les véritables causes des décès, différentes de ce que ce pervers avait dit. Christiane a effectivement été poignardée et elle est morte d'une hémorragie, mais Caroline avait le crâne fracturé. Et pour la police, les deux dormaient lorsqu'elles ont été attaquées mortellement. Normalement, il est possible d'identifier cet aspect du crime sur les corps qui passent par les autopsies, n'est-ce pas? Aucune blessure de défense ni signe de lutte. Les gars, c'est une lâcheté absolue de tuer une personne pendant qu'elle dort, absolument sans défense. Les propos du commissaire impliqué dans l'affaire ont été les suivants. D'abord, il a tué la femme parce que la fille n'aimait pas sa mère et avait déjà des différends avec elle. Ils étaient amoureux, puis ils ont tué la petite fille. Pas parce que personne n'aimait la fillette, mais pour dissimuler le crime précédent. Arrêté et condamné. Eh bien, chers abductés, nous allons revenir quelques jours en arrière dans ce récit. Pour préciser, le psychologue a été capturé le 8 février 2021. Il est à Campo Grande, à presque 1000 km de la petite ville de Pompeia, à São Paulo. Il était déjà passé par d'autres villes où il avait effectué un retrait bancaire, laissant des traces de sa localisation. Là-bas, à Campo Grande, dans le Mato Grosso do Sul, il travaillait comme maçon, ou quelque chose de similaire. Selon le commissaire, Fabricio a cherché de l'aide dans une église de la capitale du Mato Grosso do Sul, affirmant qu'il était sans abri et qu'il avait besoin de soutien pour changer de vie. Ainsi, le meurtrier en fuite a été accueilli dans cette communauté. Et, durant près d'une semaine, il a profité des repas quotidiens offerts, jusqu'à ce qu'il soit arrêté et transféré à Marília, le 9 février. À la presse, il a déclaré qu'il était désolé. Après le travail de la police, la justice de Pompeia a accepté la plainte du ministère public. Et Fabricio Buinarena Bellinato est devenu accusé de double homicide, avec circonstances aggravantes, motifs ignobles, cruauté et défense difficile pour la victime. Double féminicide, double dissimulation de cadavres et corruption de mineurs. La corruption de mineurs concernait la fille adolescente de Christiane. Certaines sources affirment qu'il a fait l'objet d'une enquête pour abus sur personnes vulnérables. Il aurait eu des relations intimes avec sa belle-fille aînée durant plusieurs années. Rappelons que le crime de féminicide est passible d'une peine allant de 12 à 30 ans de prison et la dissimulation de cadavres de 1 à 3 ans. La justice de Pompeia a décidé que le psychologue serait jugé par un jury populaire en 2021 à cause de la pandémie. Le tribunal de justice de São Paulo a informé que seuls participent au procès les jurés, 6 témoins, les agents du pouvoir judiciaire et les parties impliquées dans l'accusation et la défense. Fabricio était détenu dans la célèbre prison de Tremembe à São Paulo et a participé à l'audience à distance. La présence de la fille de Christiane était prévue, elle avait déjà 17 ans et était accusée d'implication dans les crimes. À cette occasion, Mary-Kate a aussi été entendue à distance. Depuis la fondation Casa de Cerqueira César à São Paulo. L'adolescente a nié toute participation au crime, bien que la police pense qu'elle ait couvert son beau-père et aidé à enterrer les corps. Selon le commissaire, elle a continué à vivre avec le suspect, même après que sa mère et sa sœur étaient mortes et enterrées dans le jardin de la maison. Fabricio a été condamné à une peine de 56 ans et 4 mois de réclusion en régime fermé. Mary-Kate dos Santos Guimarães, qui purgeait une mesure socio-éducative, doit mener une vie normale, étant en liberté depuis longtemps déjà. C'est écœurant concernant les aspects initiaux évoqués. La psychopathie de Fabricio se prouve par ses actes, montrant qu'il a bien été manipulateur. Froid, égoïste à l'extrême. Il reste un doute sur ses actions préméditées dans l'éloignement de son épouse par rapport à la famille et aux amis. Ont-elles été causées par son caractère égocentrique ou visait-elle simplement à dissimuler les abus intimes envers sa belle-fille? Apparemment, la fillette a développé un trouble, comme le syndrome de Stockholm, qui est un état psychologique dans lequel la victime éprouve des sentiments positifs envers son agresseur. Ce comportement peut survenir dans des situations d'abus, d'enlèvement ou de violence domestique. Tout cela est très complexe, comme je l'ai mentionné il y a peu au milieu de l'épisode. Il doit vraiment y avoir de nombreuses explications techniques et scientifiques pour expliquer du point de vue de cette fillette pourquoi elle se retrouve impliquée dans ce terrible chaos. Mais je ne sais pas, mais j'ai aussi l'impression qu'il y a là, au fond, ce n'est pas votre. Il ne s'agit pas de juger les autres selon mes critères, mais il doit y avoir une étincelle. Du choix individuel.
Je ne sais pas, comme je l'ai dit, si un professionnel commente, je serais ravi de l'épingler ici. Parce qu'on vit et on apprend. Eh bien, ce que je peux dire, c'est que nous déplorons énormément la mort de la mère et de la petite fille. Nous espérons que rappeler cette affaire ici sur la chaîne puisse se servir d'avertissement aux mères qui vivent seules, qui doivent travailler très dur pour subvenir aux besoins de leurs enfants, leur donner une bonne éducation, leur offrir une base solide, n'est-ce pas? Une bonne éducation. Apprenez à mieux connaître les hommes, passez par une période d'essai. Vous savez, ces hommes apparemment merveilleux qu'elles amènent dans la vie de famille. Très souvent, ils peuvent cacher quelque chose. Alors il faut être prudent avant de vraiment s'engager, de se lancer à fond. N'est-il pas évident qu'il existe de bons beaux-pères? Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. J'espère d'ailleurs que tout cela soit l'exception à la règle. Je le pense. Parce que l'être humain est bon. Les gars, il y a plein de bonnes personnes, on le voit partout. Beaucoup sont charitables et vivent en communion. Et c'est ça la tendance, je le crois. C'est pourquoi d'ailleurs, il faut faire attention pour savoir si... On ne sait jamais si on ne met pas la main là-dedans, dans l'exception, dans le mal d'ailleurs, les gars. Certains beaux-parents sont parfois meilleurs que les parents biologiques. Mais de toute façon, il est prudent d'enquêter sur le passé et d'observer froidement le comportement de cette personne envers les enfants. Au moindre signe de déviation de conduite, le signal d'alerte doit être activé. Avec toutes les histoires déjà vues ici et qui nous parviennent, on sait qu'il faut être un peu paranoïaque, entre guillemets, et utiliser la raison plus que le cœur. Évidemment, on n'est pas que raison, mais dans certains cas, allons réfléchir là, mathématiquement. Après tout, depuis le XVIIe siècle, Pascal, le philosophe, nous avait déjà prévenu. Le cœur a ses raisons que la raison elle-même ignore, alors on en a. Regardons, faisons un petit pas en arrière et observons de l'extérieur. Laisse-moi voir ce qui se passe ici, d'accord? Je te remercie énormément pour ta compagnie. Un bisou de Ruivo, à la prochaine épisode.